Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est en début de mois, donc on va faire le bilan lecture du mois de mai. En mai, j'ai lu 8 livres, ce qui est moins que le mois d'avril, donc ça devrait normalement durer un petit peu moins longtemps, parce que le mois dernier, finalement, ça durait presque 1 heure. Donc j'en ai 7 en ma possession, et le 8e, je l'ai rendu à la médiathèque il y a longtemps. Alors, le premier dont je vais vous parler, justement, il s'appelle Clara et le soleil, de Kazuo Ishiguro, ou Ishigura, je sais plus, j'arrive pas à me relire en plus. Donc c'est un livre de science-fiction, l'auteur est britannique d'origine japonaise, mais ça enfin, c'est pas très important pour l'histoire. On est dans un futur avec des technologies plus avancées que les nôtres, on sait pas exactement quand ça se passe, ni vraiment où ça se passe. On devine que ça se passe aux États-Unis, mais c'est pas clairement dit. Il faut vraiment le déduire avec quelques petits détails. Et donc on est avec une amie imaginaire, donc une AA, c'est un robot de forme humanoïde, avec une intelligence très développée et surtout un sens de l'observation et de l'adaptation très développé. Et donc c'est le thème du livre. Et c'est le personnage principal, c'est l'amie imaginaire. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un nom? Bah oui, ça va être Clara, qui nous raconte l'histoire du début à la fin. Et donc au début, elle est dans le magasin, dans la boutique, où elle est censée être mise en vitrine pour que quelqu'un vienne l'acheter. Elle reste pas mal de temps, elle nous décrit ce qu'elle y voit, ce qu'elle ressent et tout ça. Et un jour, une jeune adolescente, vient dans la boutique pour l'acheter. Elle vient 2 fois. La première fois, elle ne l'achète pas, mais elles discutent ensemble. Et plusieurs semaines plus tard, elle revient avec sa maman pour véritablement l'acheter. Et donc, elle va découvrir le foyer, la maison de Josie. Donc, Josie vit avec sa mère et avec une gouvernante. Mais le père n'est plus là, ils sont divorcés. Et la sœur de Josie est décédée quelques années auparavant à cause d'une maladie. Et d'ailleurs, Josie aussi souffre d'une maladie, on ne sait pas laquelle, une maladie mystérieuse. Et donc voilà, donc on sait pas grand chose de la société et de l'environnement. On sait qu'ils sont plus évolués que nous technologiquement, mais qu'en même temps ils ont énormément de pollution, qu'il y a beaucoup d'injustices, le système scolaire est différent de ce qu'on connaît. On n'a pas trop de détails, donc ça manque vraiment pour s'immerger dans l'histoire. Et donc on va suivre les petites aventures de Josie et de Clara, comment elles vont se porter l'une avec l'autre, qu'elles vont s'apporter l'une à l'autre. Et on a un petit garçon aussi qui est le meilleur ami de Josie, qui est également son voisin. Il va avoir une grande importance dans l'histoire, du début à la fin, je ne peux pas vous en dire plus. Donc le pitch de départ m'intéressait énormément, mais en fait j'ai été assez déçue parce que j'ai trouvé que c'était trop survolé dans pas mal de domaines. J'ai trouvé que c'était assez cliché et que c'était pas assez profond, alors que le livre fait quand même 400 pages je crois. Ouais, presque 400 pages. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. L'idée était super bonne, mais au final, moi j'étais un peu déçue. Ensuite, j'ai lu La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc là, j'ai le livre, donc je vais pouvoir vous lire la 4e de couverture. Cornouailles, 1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre, jusqu'à cet été 1943 qu'ils bouleversent leur destin. Et dès 2014, la jeune Lucie, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle va y découvrir. 2 étés, séparés par un drame inavouable, peut-on tout réparer 70 ans plus tard? Destinée prise dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale, enfants disparus, paysages envoûtants, un roman vibrant, une saga inoubliable. Alors, donc c'est un roman à double temporalité. On est à la fois entre 1939 et 1943 et on est aussi de nos jours. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les 2 personnages qui sont dans le passé étaient adolescentes, enfants, adolescentes, en 1939-43, et on les retrouve du coup 70 ans plus tard, ces 2 personnes, et ça je trouve ça chouette parce que souvent quand on change de temporalité, on ne revoit pas les mêmes personnes, souvent ce sont les enfants ou les petits-enfants, et là 2 personnages sont présents dans les 2 époques, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale,
dans les Cornouailles en Angleterre, donc 2 enfants qui vivaient à Londres avec leur famille sont envoyés à la campagne dans une ferme pour aider dans une ferme, et comme ça les protège des bombes. Et quand ils vont être dans cette ferme, et ben, la fille des fermiers, Maggie, va devenir très proche, très amie avec ces 2 jeunes gens, et donc il va se passer des choses. Et en fait, pendant tout le long du roman, on va nous donner des petites bribes de ce qui s'est passé dans le passé. C'est un grand mystère, ça vient vraiment très doucement. Il y a un petit truc qui m'a embêté aussi, c'est que le premier chapitre du roman, ça débute avec Alice maintenant. Et en fait, on sait qu'elle a un secret, qu'elle doit faire quelque chose, qu'elle doit le révéler, mais elle ne revient après que la toute fin. Et du coup, pendant tout le roman, on se dit mais quand est-ce qu'elle va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, ça freinait tout. En fait, c'est elle qui avait le secret, donc on ne pouvait pas terminer ou découvrir l'histoire sans elle. Donc c'était un petit peu frustrant, mais c'était bien fait, c'était très touchant. C'était une histoire qui change de l'ordinaire, je trouve. Donc ça a été, je sais pas encore si ça a été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Ensuite, j'ai lu Une insolente curiosité de Lynn Messina. C'est un premier tome. Donc là, c'est édité chez 10-18, mais ça, c'est la version poche. En version semi-brochée, il est chez Les Escales. Alors, Béatrice Highclere détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place, dans l'ombre de ses cousins. Mais quand Béa trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Kesgrave. Alors, en effet, c'est très court, il fait un petit peu moins de 300 pages. C'est un tome 1, donc on nous explique qui est Béatrice Highclere, voilà. On comprend que c'est elle a perdu ses parents alors qu'elle avait seulement 5 ans, du coup elle est orpheline, et ce sont son oncle et sa tante qui l'ont recueillie. Mais ils ne l'élèvent pas du tout comme leurs enfants, ils ont un garçon et une fille qui sont un petit peu plus jeunes qu'elle. Eux ont bénéficié des études, ils veulent les marier à des gens qui ont le même statut qu'eux. En revanche, Béatrice, ils espèrent pouvoir la marier, mais ils n'espèrent pas grand chose parce qu'ils la trouvent pas très intelligente, ils la trouvent pas belle. Enfin, pour eux, c'est moins que rien, si je peux dire. Et en fait, dans ce tome, quand ils vont partir à la campagne chez des invités, un soir, elle va dans la bibliothèque chercher un livre et elle tombe sur un cadavre. Et le lendemain, on lui dit qu'en fait, cet homme s'est suicidé. Alors qu'elle, elle sait très bien que c'est pas un suicide, ça peut pas être possible. Et du coup, elle va se mettre à enquêter de son côté, en cachette. Le duc Kesgrave, qui est aussi parmi les invités, lui aussi, il a découvert le corps et donc lui aussi, il sait que ce n'est pas un suicide. Et donc, ils vont se mettre à enquêter tous les deux. Au début, elle a beaucoup de dédain pour lui, elle ne le supporte pas. Et puis finalement, elle se rend compte qu'ils ont beaucoup d'affinités et qu'ils s'entendent très bien. Donc c'est un roman qui est très drôle, même si au début il m'a énormément énervée parce que ça se passe pendant la Régence anglaise, avec des conditions, voilà, les conditions des classes sociales, le traitement qui est réservé à ceux qui n'ont pas de titre, ça m'énerve au plus haut point. Donc c'est vraiment pas une époque que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Béatrice qui finalement se rend compte qu'elle n'est pas plus bête qu'une autre, au contraire, qu'elle est très maligne et voilà, donc elle est fière d'elle, elle se dévoile. Sa tante n'est pas très contente parce que justement elle ne répond plus à la bienséance, elle ne se laisse plus marcher sur les pieds, mais moi j'ai bien aimé, donc je sais pas encore si je lirai la suite, mais voilà, c'était un tome 1 plutôt sympa. J'ai lu un livre de Michel Bussy, c'était mon premier, on l'a trouvé plutôt joli. Là je peux pas vous lire la 4e de couverture parce que c'est un dialogue. Mais donc on est sur un thriller, sur une enquête. On a une mère de famille qui s'appelle Lélie, qui est maman de 3 enfants. Elle habite vers Marseille, à Port-le-Bouc, je crois plus exactement.
Et donc elle est femme de ménage, elle se débrouille pour vivre de petits boulots. Mais elle a besoin d'un appartement plus grand, donc elle va faire des démarches dans ce sens-là. Et on sait dès le départ qu'elle cache un secret. On ne sait pas lequel, mais on sait qu'elle cache un secret, qu'elle cache un trésor. Et en fait, pendant tout le long du roman, petit à petit, elle va nous raconter son histoire, en partant depuis le début, de quand elle était enfant, puis des choses qui lui sont arrivées. Elle est née au Bénin, et du coup, elle va nous expliquer comment elle est arrivée en France. Ça va nous prendre tout le livre. Elle va nous raconter qui elle a rencontré, à quel moment et tout ça. Et en parallèle, on a des meurtres qui sont perpétrés. Et dès le premier meurtre, on sait que c'est sa fille, qui s'appelle Bambi, qui a commis ce meurtre. Mais au début, on ne sait pas pourquoi. Et après, il va y avoir 2 autres meurtres, mais on ne sait pas si c'est elle ou pas. On a des soupçons, on se dit que ça peut être elle, mais voilà, c'est pas très clair. Mais en tout cas, il y a une raison pourquoi elle a tué cet homme. On va le savoir assez... moi en tout cas, je trouve qu'on le comprend assez vite. C'est pas dit tout de suite, mais on comprend quand même assez rapidement au fur et à mesure en fait que sa mère nous raconte l'histoire. Donc ce sont 2 histoires croisées, très intéressantes. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière qu'a l'auteur de nous mener en bateau, parce qu'il y a des choses, en fait il nous raconte l'histoire, et il y a des moments où on se dit mais c'est bizarre, il y a peut-être une petite incohérence et tout ça, puis comme on est pris dans l'histoire, on zappe, et en fait arrivé à la fin, il nous dévoile tout, et en effet il nous avait bien mené en bateau, et ça j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était très bien fait dans ce roman, c'est pas toujours très bien fait. Et j'ai beaucoup aimé surtout le fond de l'histoire, les thèmes abordés. On nous parle de migration, des migrants qui viennent en France clandestinement, d'autres qui viennent légalement. On nous parle des passeurs. Alors, il y a des choses qui m'ont révoltée dans le livre, mais qui sont tellement vraies, mais ça fait du bien de le lire pour le voir écrit noir sur blanc, à quel point la vie est moche parfois. Comment les lois françaises font en sorte que finalement ils veulent pas d'immigration, mais ils veulent pas le dire, donc ils mettent en place un système pour que les gens ne puissent pas rester ou pour les décourager. Donc c'est très bien abordé, je trouvais ça très intéressant. Les abus faits par les associations qui sont censées venir en aide aux migrants, enfin il y a plein de choses. Je pourrais pas tout vous résumer parce que il est très complet. Il fait combien de pages? Il fait plus de 500 pages, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, franchement, ça se lit très très vite. Ensuite, j'ai lu Nos silences sont immenses de Sarah Roula. Je crois que ça se prononce comme ça, ou Roula, comme vous voulez. Donc, c'est le premier roman de cette autrice. C'est le destin d'une jeune fille venue au monde sans pleurer, mais dont l'existence est comme un grand cri. Le parcours mystique de Zora prend forme dans un village éloigné d'une Algérie occupée. La jeune fille grandit dans l'ombre de ses sœurs, mais croise un jour le regard d'une guérisseuse qui voit en elle un potentiel infini. Forte de ce pouvoir, Zora voit croître sa réputation et tout le monde se presse à sa porte. Différents dilemmes moraux s'offrent alors à elle. Alors, en effet, on a avec une petite fille, une jeune fille qui s'appelle Zora, qui est très différente de ses grandes sœurs. Elle est la dernière d'une grande fratrie et sa mère la rejette. Elle ne lui donne pas l'amour maternel qu'elle apporte à ses filles aînées. Elle la voit comme une malédiction, en fait comme une enfant malade, parce qu'elle est plus fine, elle est plus pâle, elle n'a pas les mêmes intérêts que ses sœurs. Et du coup elle se retrouve un petit peu rejetée par sa famille. Et un jour elle va rencontrer une guérisseuse. Et elle se dit qu'elle doit avoir un don de guérisseuse, et donc elle demande à sa mère de l'envoyer en apprentissage, ce qui va être fait. Et au bout d'1 an d'apprentissage, elle va revenir dans son village et elle va exercer son don de guérisseuse sur les habitants du village. Et du coup ça va lui apporter une renommée, et en fait au lieu que ce soit Zora qui profite de ça, c'est sa mère qui va profiter du don de sa fille. C'est pas qu'elle va tout lui prendre, mais elle va jamais mettre en avant les besoins de sa fille. Elle va toujours penser à elle égoïstement. Et finalement, Zora,
pas mal d'occasions, enfin elle aurait plusieurs occasions de partir, puisqu'elle n'était pas aimée dans sa famille. Et pourtant elle revient et j'ai l'impression qu'elle... Enfin, j'ai pas vraiment aimé ce livre parce que on attend à ce qu'elle agisse, qu'elle prenne des initiatives et en fait j'ai l'impression qu'elle les prend jamais. À la fin elle s'en sort mais c'est pas grâce à elle en fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé à sortir de ce schéma là. Donc voilà, j'ai pas beaucoup aimé. C'était hyper court, hein. Il durait 170 pages donc ça se lit très très vite. Mais c'était trop abstrait, j'ai pas trouvé ça super bien construit. Le seul message à rigueur qu'on peut tirer, c'est que même quand on est différent, bah, on peut s'en sortir parce qu'on peut en faire une force. Mais franchement, c'était pas foufou. Ensuite, j'ai lu La Maison des Promesses d'Hélène Pollard. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un tome 1, mais j'ai toujours pas trouvé le tome 2 ni le tome 3. Je trouve même pas le titre, c'est un grand mystère. Lorsque Amy arrive à la Cour des Roses, et n'a qu'une seule envie, passer quelques semaines de détente avec son fiancé pour tenter de sauver leur relation. Mais à peine sont-ils arrivés dans cette jolie maison d'hôte nichée sur la côte française que le jeune homme lui annonce qu'il la quitte. Le cœur brisé, Amy décide malgré tout de rester à la Cour des Roses. Le temps de ses vacances, elle donne de petits coups de main au propriétaire et au fil des jours se fait de nouveaux amis. La blessure de sa rupture s'estompe et la jeune femme se sent un peu chez elle dans ce lieu enchanteur. Au point qu'une idée folle germe dans son esprit. Et si elle refaisait sa vie ici, dans cette maison pleine de promesses, loin de son existence d'avant? Alors, déjà, la couverture n'a rien à voir. On voit une maison au bord de la mer, on voit une plage. Et même dans le résumé, on nous dit qu'elle va passer une maison d'hôte nichée sur la côte française. Mais en fait, ça se passe pas du tout sur les côtes françaises, ça se passe dans la région des châteaux de la Loire. Donc la maison d'édition, ils sont un petit peu plantés, je sais pas s'ils ont vraiment lu le livre, parce que du coup, ni la couverture ni le résumé collent à l'histoire. Donc, on a Amy qui arrive dans une maison d'hôte dans le centre de la France, avec son fiancé. Ils sont là à la demande de Amy qui en a assez, elle se rend compte qu'il s'éloigne de plus en plus et elle veut y remédier. Et en fait, dès les premiers jours, il va se passer un truc complètement invraisemblable. Et du coup, son fiancé lui dit qu'il la quitte, voilà, il se barre, elle se débrouille. Et elle sait pas trop quoi faire, enfin elle tombe des nues. Tout lui tombe sur la tête, en fait, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, elle est tellement abasourdie qu'elle ne peut pas réagir, donc elle reste dans cette maison d'hôte. Elle va rester jusqu'à la fin de son séjour, et pendant ce séjour, finalement, elle va faire de belles rencontres, elle va rencontrer plein de gens. Ça va lui permettre de remettre les choses au clair, de se questionner sur si vraiment c'était quelqu'un avec qui elle avait vraiment envie de vivre ou pas, s'il n'y avait pas d'autres choses qui n'allaient pas dans sa vie. Donc voilà, elle va vraiment faire un travail sur elle-même pendant ces 2 semaines. Et puis du coup, elle va découvrir la région, elle va nous la faire découvrir en même temps. J'ai trouvé ça très chouette parce que c'est très juste, je trouve. Je trouve que c'est bien... Il parle bien de la région et des personnages et tout ça, donc j'ai trouvé ça très sympa. Et donc voilà, c'est une romance c'est très page turner. Hein. On a très envie de savoir à la fin ce qu'elle va faire. Et c'est pour ça que j'avais hâte de lire le tome 2 et j'étais hyper déçue de ne pas trouver. Mais bon, c'est pas grave, hein, je verrai plus tard. Peut-être que ça va... Je sais pas, c'est comme si ça n'avait pas été traduit parce que visiblement, en anglais, ça a été... Il y a une suite, mais en français, je ne trouve pas la suite. C'est très bizarre. Ensuite, j'ai lu Les amandiers fleurissaient rouges de Christian Signol. Donc encore un Christian Signol. J'avais un coup de cœur pour les Noëls blancs et les printemps de ce monde, qui était une duologie. Alors, à Palencia, en Aragon, les dernières pentes de la Sierra sont couvertes d'amandiers. Au printemps de 1937, quand commence cette histoire, ils sont en fleurs. Il y a 9 mois que la guerre civile ravage l'Espagne. Le rouge et le noir ont éteint les vraies couleurs de la vie. Avant de partir pour la guerre, il est urgent de s'aimer, lorsqu'on n'a pas 20 ans. C'est ce que fait Miguel en épousant Soledad. Mais Miguel ne revient pas.
et Soledad rencontre Luis, un milicien républicain. Les combats, les prisons franquistes, la mort partout présente, la fuite vers la Catalogne avant l'effondrement, et Soledad portant l'enfant né de Miguel dans le flot des vaincus qui, dans l'hiver 1938-1939, franchissent la frontière au Perthus. Et Luis, avec un compagnon, cherchant ailleurs son chemin sous les tempêtes de neige, puis la France, séparés, l'un ignorant où se trouve l'autre, ils se cherchent à tâtons. Il y a bien un endroit où un jour les amandiers que l'on aura plantés refleuriront. Ici, les personnages ne sont pas des héros. Une femme simple, un homme simple qui n'ont pour seules armes que leur amour, leur courage, leur dignité. Un tableau vrai, sans concession mais sans complaisance, de la guerre civile. Alors, en effet, quand je l'ai commencé, je ne savais pas que ça parlait de la guerre civile espagnole, parce que je ne lis pas le résumé avant. Et du coup, ça m'a un petit peu... je sais pas que ça m'a choquée, mais j'étais un petit peu perdue, parce que en plus, la guerre civile espagnole, c'est pas une époque que je connais très bien. On l'aborde très peu dans le cursus scolaire français. Et donc, en effet, ça va s'étirer entre 1936 et 1939. On va suivre surtout Soledad, qui justement, on vous le dit dans le résumé, a épousé Miguel juste avant qu'il parte à la guerre. Et en fait, elle va tomber enceinte et du coup, elle va avoir un petit garçon de Miguel. Mais elle ne le reverra plus jamais. En revanche, quelques temps plus tard, elle va rencontrer Luis, qui va lui proposer de l'épouser et de prendre soin d'elle. Donc elle va partir avec lui. Et très peu de temps après, ils vont eux aussi être séparés parce qu'il va décider de retourner se battre du côté des républicains, un peu comme une sorte de résistant. Et du coup, elle va se retrouver toute seule avec son fils. Elle ne peut même pas retourner voir sa mère parce que déjà elle est trop loin, elle n'est pas sûre de retrouver le chemin et ça mettrait sa mère en danger. Et donc, elle va essayer à la fin d'aller en France pour se réfugier. Lui aussi, ce qu'il va faire, mais ils ne seront pas ensemble et chacun des deux ne saura pas s'il retrouvera un jour le deuxième. Alors c'est une histoire qui se déroule très lentement, il ne se passe pas énormément de choses, je me suis beaucoup ennuyée au départ, mais en fait c'est normal, comme on vous le dit à la fin, voilà, ce ne sont pas des héros, ce sont des personnages très simples, une femme simple, un homme simple, qui n'ont pour seule arme que leur amour, leur courage et leur dignité. Donc c'est vraiment ça. Luis, il tient parce qu'il espère revoir Soledad. Soledad, elle tient parce qu'elle a un petit garçon et qu'il faut qu'elle le protège et il faut qu'elle survive pour arriver jusqu'en France et puis qu'il puisse être en sécurité. Donc voilà, ils ont tous les deux cet objectif en tête, mais sans ça, ils se seraient déjà effondrés. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'en ai appris plus sur la guerre civile espagnole que je connaissais très mal. J'en ai appris un petit peu dans le livre, mais surtout je suis allée faire des recherches après sur internet parce que du coup c'était très flou pour moi. Et quand j'ai commencé le livre, je me suis rendu compte que dans le collège de mon fils, il y a eu une exposition également sur les réfugiés espagnols qui sont passés du côté français, justement à la période 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup des réfugiés espagnols finalement se sont retrouvés dans des camps de travail. Certains ont été déportés, enfin, c'est un petit peu abordé à la fin de ce livre-là, mais c'est vrai que j'avais pas mal de recherches à faire parce que du coup ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc le roman est très intéressant, mais voilà, faut le prendre comme des histoires de vie, parce qu'en plus il nous raconte l'histoire de personnes qu'il a connues, on nous le dit au tout début. Bien sûr c'est romancé, mais il s'est en partie inspiré de ce que lui ont rapporté, je crois que c'est Soledad, je crois qu'il a vraiment rencontré Soledad. Enfin, en tout cas, je ne sais plus si c'est Soledad elle-même qu'il a rencontré, mais il a rencontré une jeune femme espagnole, enfin jeune, elle était plus jeune quand il l'a rencontrée, mais une femme espagnole qui lui a raconté son histoire et du coup il s'en est inspiré pour écrire son livre. Donc ça part d'une histoire vraie et du coup j'ai trouvé quand même cette histoire très intéressante, ça m'a permis de m'intéresser à autre chose que je ne connaissais pas et ça c'est très chouette aussi grâce au livre. Et enfin j'ai terminé le mois de mai avec l'Institut de Stephen King. Bienvenue à l'Institut, quand les enfants y entrent, ils n'en sortent plus. Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent dans la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans,
tue ses parents et le kidnappe. Luke se réveille à l'institut, dans une chambre semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là? Qu'attend-on d'eux? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir? Voilà, donc le résumé est très très bien fait. Donc le roman est sorti en 2020, donc c'est très récent, je trouve. Je m'attendais à ce que ça soit un livre plus vieux, mais pas du tout. Il fait 600 pages, donc il faut prendre le temps de le lire. Donc on est en effet avec un jeune garçon qui est surdoué, il a 12 ans, il se fait kidnapper en pleine nuit et il est emmené dans un endroit qu'on appelle l'Institut, où d'autres enfants à peu près du même âge que lui, on va dire entre 10 et 16 ans, d'autres enfants qui ont été également kidnappés, sont rassemblés parce qu'ils ont des pouvoirs psychiques. Donc certains c'est la télépathie, d'autres la télékinésie. Et en fait, dans cet institut, il va rencontrer Kalisha, qui est une jeune fille un petit peu plus âgée que lui, qui va lui expliquer pourquoi il est là, ce qui va lui arriver et tout ça. Mais bien sûr, ils ne savent pas exactement, ce sont des rumeurs, c'est très secret. Les adultes ne sont pas du tout bienveillants, en fait, ils sont victimes de tortures, d'expériences scientifiques. Donc c'est flippant dans le sens où on se dit que ça peut arriver, peut-être que ça arrive. C'est de la science-fiction, mais finalement, comme les autres romans que j'ai pu lire de Stephen King, c'est de la science-fiction, mais dosée très justement, de manière à ce que ce soit plausible et que ça nous fasse réfléchir, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies, on se dit, ça pourrait très bien arriver. Il y a des sociétés, pas des sociétés secrètes, mais par exemple il y a la CIA, je suis sûre qu'il y a d'autres organismes du même type dans d'autres pays, qui, je suis sûre, sont capables de mener ce genre d'expériences scientifiques et tout ça. Donc ça nous pose des questions. Le roman est peut-être moins page-turner que d'autres que j'ai pu lire de lui, parce que vers la moitié du roman, j'ai commencé à me dire ça commence à être un petit peu long. Voilà, c'était assez répétitif, on était avec les enfants dans cet institut, et puis j'ai l'impression qu'on n'avançait plus. Et peu de temps après, ça s'est débloqué. C'était peut-être juste une phase justement pour qu'on réclame la suite en fait. Et après, par contre, les 200 dernières pages sont très haletantes. On a très envie de savoir la suite et il se passe plein de choses. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, bien sûr, Stephen King s'est renseigné et du coup, il s'est appuyé sur des faits historiques et du coup, ça rend le roman encore plus intéressant et encore plus dérangeant en fait, parce que on se dit mais voilà, est-ce que c'est si tiré par les cheveux que ça? Est-ce qu'on ne devrait pas se méfier un petit peu plus? Enfin, voilà, c'est du Stephen King comme on l'aime. Donc voilà, c'est une super lecture. Et c'était ma dernière lecture du mois d'avril, du mois de mai, pardon, je me mélange les pinceaux. Donc voilà pour mes 8 lectures. J'ai beaucoup aimé certaines lectures, j'ai beaucoup aimé celui-ci. J'ai adoré celui-là aussi, La Maison des Promesses. J'ai adoré aussi, c'est un coup de cœur, on l'a trouvé plutôt joli. Et La Ferme du bout du monde. Donc sur les 8, il y en a vraiment 4 que j'ai vraiment adoré. Ces 4-là. Et les autres, c'était une bonne lecture, mais voilà, c'était pas du même niveau, on va dire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains ou si je vous ai donné envie d'en lire certains.